Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuit le journal de ce jour, jeudi 15 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour 15 octobre 2020, les scolaires nigériens et les enseignants ont repris le chemin de l'école après les grandes vacances. Ici à Niamey, le coup d'envoi officiel a été donné par les autorités en charge de l'éducation au niveau de l'école Angela Merkel située au quartier Goudel. Les élèves se sont retrouvés après plusieurs mois de vacances, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim et Cheb Guissou. La joie se lit sur les visages des enfants qui, après des mois de vacances, retrouvent le chemin de l'école. Et le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire au niveau du primaire a été donné ce matin par le ministre de l'Enseignement de base, Dode Mamadou Marté, au niveau de l'école Angela Merkel de Goudel. Madame Mohamed Rabi Abdoulaye, directrice de l'école, souligne qu'au niveau de l'établissement qu'elle dirige, toutes les conditions ont été réunies pour assurer une bonne rentrée scolaire. L'école Angela Merkel compte 674 élèves, dans 351 filles. Donc oui, toutes les conditions sont réunies pour cette rentrée. Parce qu'on a eu les fournitures depuis les dimanches. Donc le ministre était de passage même ici. On a fait le lancement ici. Donc les élèves ont reçu leurs fournitures qui peuvent nous servir durant l'année scolaire. J'attire l'attention des parents. Ils ne viennent pas à temps pour inscrire leurs élèves. Ils attendent le jour de la rentrée. Vous voyez, ils sont là, les parents. Donc, de faire tout du 15 jusqu'au 1er de venir inscrire leurs enfants. Ainsi, au niveau de l'école primaire Angela Merkel de Goudel, sitôt les fournitures nécessaires sont-elles distribuées aux élèves que l'enseignement a commencé dans toutes les classes avec la leçon de morale intitulée « Le règlement intérieur ». À l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, cette rentrée 2020-2021 a également eu lieu ce matin. Et c'était sous la présidence du directeur général de l'Institut en présence de plusieurs autres invités. Nous rapporte Abdullah Soumana et Goumour Mohamed, ils sont de l'équipe de l'IFTIC. Conformément à la décision du gouvernement d'effectuer la rentrée scolaire 2020-2021 le 15 octobre 2020, les élèves et étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC ont repris ce jeudi le chemin de l'école. Une rentrée solennelle à laquelle ont répondu massivement étudiants et encadreurs, d'où la satisfaction du directeur général de l'Institut qui a d'ailleurs tenu à les féliciter pour cette reprise. Vous savez que vous avez au moins pour mission d'éduquer, d'informer, de sensibiliser. Vous serez en mesure de le faire que si vous avez une bonne formation. Et cette bonne formation ne dépend pas seulement de ce que les enseignants vont vous transmettre, mais aussi du sérieux que vous allez mettre. Occasion également pour le président du conseil d'administration, un des fruits de l'école pour prodiguer des conseils aux élèves et étudiants pour une année académique réussie. Si notre ministère de tutelle et nous-mêmes, nous avons un peu insisté pour que vous ayez un directeur général qui a une très grande expérience vis-à-vis de l'enseignement, c'est pour que vraiment les choses marchent académiquement pour vous. Nous avons pris les précautions aussi pour ne pas, étudiant que vous êtes, vous courez à droite, à gauche, chercher des bourses, faire des concours. Quand vous échouez, vous allez dire non, l'IFTIC est là-bas au bas-fond, là. On va aller chercher un diplôme. Le directeur de la formation et de la recherche a quant à lui partagé et rappelé les textes qui régissent l'établissement. Des textes qui, selon Rabiou Adamou, seront appliqués dans toute leur rigueur. Au cours de la rencontre, le directeur général, le président du conseil d'administration et le directeur de la formation et de la recherche ont répondu aux préoccupations évoquées par les élèves et étudiants. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC s'est bien formé pour mieux servir. Pour ce faire, les différents responsables ont exhorté l'ensemble des acteurs à capitaliser les acquis et les points faibles des années précédentes afin de faire de celle qui vient de commencer une réussite. Bonne rentrée à tous les scolaires et aux étudiants. L'inauguration ce jeudi du nouvel immeuble du ministère des Finances par le président de la République, Issifou Mahamadou. Ce joyau, le plus haut gratte-ciel de Niamey, a été réalisé par l'entreprise turque Souma
Désormais, tous les services rattachés au ministère des Finances vont se regrouper donc, dans ce bâtiment. La cérémonie a eu lieu ce matin donc avec la participation des partenaires du Niger, mais aussi de plusieurs autres invités, comme vous allez le voir dans ce élément. C'est un bâtiment de type moderne équipé de matériel de dernière génération qui va désormais regrouper tous les services des régies financières du Niger. Le cadre est ainsi créé pour les agents dans le but d'améliorer aussi les résultats. Quoi de plus normal pour les bénéficiaires de se réjouir et d'exprimer leur remerciement au président de la République grâce à qui ce joyau a vu le jour. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale et de portée historique, car elle consacre le processus du regroupement des services du ministère des Finances vers cet immeuble qui fait notre fierté et celle de tous les Nigériens. Nous saluons donc votre volonté clairement affichée de doter les administrations publiques d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais également saisir cette occasion solennelle pour exprimer la satisfaction et le vif remerciement du personnel du ministère des Finances aux autorités de la 7e République pour le soutien ferme et indéfectible à notre département ministériel dans l'accomplissement de sa noble mission pour le développement économique et social de notre pays. À présent, le défi qui nous reste à relever est celui de l'entretien et de la maintenance de cet immeuble, car hélas, bien souvent, les bâtiments construits à grands frais dépérissent avec le temps, faute d'entretien adéquat. À cet égard, je demande à l'ensemble des futurs occupants de l'immeuble de ne ménager aucun effort pour maintenir la qualité et l'éclat de leur cadre de travail. Enfin, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais signaler à l'assistance que Son Excellence le Président de la République a décidé de baptiser la salle de conférence du ministère, salle Seydou Sidibé. Les travaux de cet immeuble, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 14 février 2019 par le président de la République, ont été exécutés dans le délai par la société Souma, malgré quelques contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Les usines ont retardé la production des matériaux et des équipements. Les aéroports étant fermés, il était impossible de faire entrer ou de sortir les ressources humaines nécessaires pour la réalisation du projet. Cependant, Dieu merci que grâce aux efforts de nos équipes et à tout le soutien que nous avons reçu des autorités, nous sommes ici aujourd'hui pour l'inauguration. Ce bâtiment de 75 mètres, moderne et intelligent, est la plus haute structure de Niamey avec le plus grand parking souterrain du pays. Même sentiment de satisfaction pour le président de la République, car ce splendieux immeuble, le plus grand d'ailleurs au Niger, vient d'élargir la liste des réalisations faites de 2011 à 2020 sous la direction du président de la République, Issif Mahamadou. Cette infrastructure a un double objectif. D'abord, donner un cadre de travail optimal aux agents de régie financière. Ensuite, contribuer à la modernisation de la ville de Niamey. Vous savez que dans le cadre du programme de Renaissance, j'ai fixé une mission très claire pour les régies financières. Cette mission consiste à mobiliser les ressources internes et à améliorer l'efficacité de la dépense pour réaliser les promesses que j'ai faites au peuple nigérien. Ce prodigieux immeuble de 16 niveaux et 650 bureaux est bâti sur une superficie de 22 700 mètres carrés, le tout d'un coût global de 25 milliards de francs CFA financé sous fonds propres de l'État.
Ainsi, après les différentes interventions et la coupure du ruban, le président de la République a eu droit à une visite guidée des locaux. Cette réalisation rentre dans le cadre de la modernisation de la ville de Niamey. Le secteur des transports a été paralysé et ce sont les syndicats de ce secteur qui ont appelé à une grève pour exiger l'amélioration du cadre de travail. Une grève observée ici à Niamey, comme vous allez le voir dans ce reportage où les clients se plaignent. Reportage Asma Oseidou, Halidou Brema. 2020, la circulation dans la ville de Niamey est plus ou moins fluide. Seuls quelques taxis sont visibles pour cause. Ce secteur observe un arrêt de travail suite à un appel de leur syndicat qui exige entre autres la réduction des prix du carburant à la pompe, le rejet pur et simple de la reprise du permis de conduire et de la réimmatriculation et la suspension immédiate des verbalisations, la réouverture immédiate des frontières terrestres, la réhabilitation et la construction des routes. Nous sommes satisfaits à plus de 90% parce que c'est une grève au niveau national. Nous avons eu des échos de certains départements, de toutes les régions, que la grève a été suivie là-bas dans certaines localités à 5%, à 80%, à 90%. Bon, on peut dire globalement, on estime que nous avons réussi à 90%. Et nous profitons de votre micro pour remercier et féliciter les camarades des sections, des sous-sections, les militants de base et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de ce mouvement que nous avons engagé, le mouvement de libération de notre secteur dans le gouffre où le gouvernement de la 7e République l'a plongé. Nous allons continuer à mener la lutte, nous allons continuer à sensibiliser les camarades qui n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris et qui sont en train d'être manipulés, désinformés par certains syndicalistes qui, leur intérêt, c'est leur intérêt qui met en jeu au détriment de l'intérêt général. Un jour mal choisi selon les utilisateurs du transport en commun, car visiblement avec le premier jour de la rentrée scolaire 2020. Je cherche un taxi. Non, j'ai pas eu de taxi. Ça fait plus d'une heure comme ça que je cherche un taxi. Je cherche le taxi depuis plus d'une heure de temps. On n'arrive pas à trouver. Il y a des taxis vides qui refusent de s'arrêter. Il y a des taxis qui sont pleins. Depuis, on n'arrive pas à trouver le taxi. On est toujours là. Et on trouve que ce n'est pas normal puisqu'on vient tout juste de faire la rentrée. Et il devrait au moins laisser cette journée passer, mais c'est pas ça. Cependant, l'État doit prendre en compte toutes ces revendications de ces syndicats du secteur qui, sans nul doute, allégera la souffrance de la population. Direction le siège du syndicat national des agents de douane SNAD qui a servi de cadre ce matin pour au séminaire de formation des dirigeants syndicaux des migrants, un séminaire organisé par l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, nous rapportent Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou. Renforcer les capacités des dirigeants syndicaux des migrants sur les concepts liés à la migration, tel est l'objectif de ce séminaire qu'organise l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN. La migration qui jadis était source de peuplement et de développement pour les États non nantis est devenue par la force des lois et règlements antisociaux un calvaire pour la jeunesse africaine en quête de lendemain meilleur. Les Nations Unies ont vu juste en adoptant des conventions favorables à la libre circulation des personnes et de leurs droits de résidence. Les pays les plus développés le sont grâce aux populations migrantes. Ce n'est ni l'Europe et encore moins les États-Unis d'Amérique qui diront le contraire. Pendant 2 jours, nous allons nous familiariser avec les concepts liés à la migration, à la loi 036-2015 et sa mise en œuvre, sur les traités révisés de la CEDEAO et le guide de migration élaboré par l'USTN, sur les dispositions de la Convention 143 de l'OIT, ainsi que celles des Nations Unies
sur la protection des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Les travaux de notre séminaire nous aideront encore plus à peaufiner nos stratégies et renforcer les capacités de l'USTN en matière d'encadrement des travailleurs migrants. Je suis déjà convaincu que les conclusions de nos travaux toucheront le cœur de plus d'un décideur parce que nous sommes convaincus que les travailleurs, quelles que soient leurs origines et leurs conditions sociales, méritent beaucoup plus d'attention. À noter que ce séminaire se tient à quelques heures du lancement de la popularisation du document national sur la politique de migration au Niger. Une photo de famille a immortalisé cette cérémonie. Le Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, a tenu, comme vous le savez, le dimanche dernier son congrès d'investiture, notamment d'investiture de son candidat aux élections présidentielles de 2020-2021. Les assises se sont tenues au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. La mobilisation était exceptionnelle à la grande satisfaction des organisateurs, comme nous le rapporte Adam Soumana. Le congrès d'investiture du CRPD Sulhu a drainé une foule immense au centre international de conférence Mahatma Gandhi. Aussitôt investi, candidat à la présidence de la République, Ibrahim Gado a décliné son programme politique en 10 points. Un programme qui met l'homme au centre de l'action politique. Celui qui a pris les milliards est libre et celui qui a volé un bouc, il est en prison. Il faudra bien que ça cesse. Et Inch'Allah, à travers le CRPD Sulhu, nous y arriverons, Inch'Allah. Il n'y aura plus une justice à deux vitesses. C'est-à-dire une justice clémente envers les riches et les puissants et impitoyable vis-à-vis des pauvres. Nous allons d'abord rassembler la jeunesse pour construire le Niger. Et pour cela, il faut d'abord que cesse la fracture sociale qui continue de se creuser entre une partie de la jeunesse qui a accès à toutes les promesses de la modernité parce qu'elle est issue d'une élite, et une autre extrémité des fils des pauvres sortis prématurés de l'école, souvent sans diplôme, parce que quand il y a par exemple un concours de la douane, de la gendarmerie, vous allez retrouver des jeunes étudiants en classe de licence, master, ils abandonnent des fois pour venir faire le concours niveau brevet parce qu'ils ne pensent pas avoir un issue meilleure. Le jeune candidat pense d'abord à la jeunesse. Il faut arrêter cette fracture sociale, prend-il. Aujourd'hui, l'école publique, c'est que les fils des pauvres qui fréquentent l'école publique. Nous sommes tous fruits de l'école publique en majorité. Moi, personnellement, je ne peux que remercier l'école publique parce que je suis fruit de l'école publique. Nous verrons à ce que l'éducation de qualité ne soit plus un privilège réservé aux seuls enfants des riches dans les écoles privées, mais un droit de chaque Nigérien. Telle est notre ambition dans ces domaines et nous y parviendrons, Inch'Allah. L'autre aspect crucial du programme du CRPD Sulhu concerne la justice sociale sous toutes ses formes. Nous veillerons à l'émergence d'une justice sociale qui protégera toutes les couches vulnérables, notamment les personnes en situation d'handicap, les personnes âgées ainsi que les femmes et les enfants. On le voit, Ibrahim Gado ne s'est pas lancé en politique pour seulement amuser la galerie. Le jeune candidat est venu avec une mission claire et une ambition de travailler pour son pays afin d'améliorer les conditions de vie de ses compatriotes. Visiblement, l'engagement politique de la jeunesse nigérienne est irréversible. La vieille classe politique doit s'adapter en faisant avec. Raison pour espérer aujourd'hui, c'est le thème d'une conférence débat organisée hier au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean Rouch de Niamey, une conférence organisée par le Centre de formation catholique. Cette conférence a été animée par deux éminents conférenciers, l'une politologue et l'autre philosophe. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Disposant des taux de fécondité les plus élevés au monde, le Niger a une population majoritairement jeune. Mais si elle manque d'emploi, cette jeunesse risquerait d'être une bombe à retardement pour la nation. Objet de cette rencontre sur la thématique « Raison pour espérer aujourd'hui ». C'est pour offrir un espace de réflexion et de dialogue. 2.
choisir des thèmes que j'estime importants pour mieux comprendre ce que nous vivons en vue de le transformer. Nous le savons, si on ne comprend pas une réalité, on n'aura pas l'espérance de la changer. Voilà pourquoi c'est ce thème de réflexion. Le thème de cette année tourne autour de l'espérance. Et pourquoi? L'année passée, nous avions parlé de la paix et ses ennemis, les années précédentes de la pauvreté, du pouvoir, ainsi de suite. Mais j'ai estimé qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est un peu d'espérance. Parce que quand on regarde, je le disais tantôt, avec un premier regard superficiel, il n'y a pas de raison d'espérer. Et n'est que le découragement, la sécurité, le thème des famines, les inondations, le palu, l'éducation. On dit mais tout est une catastrophe. Moi je pense non. Nous devons tenter de voir là où il y a des signes pour déboulonner le présent et nous ouvrir un futur différent de ce présent-là. Malgré la situation dans laquelle végètent les Nigériens, il y a encore une lueur d'espoir selon les conférenciers. La situation actuelle n'est pas fatale, que nous avons des ressources et nous avons des facteurs qu'il nous importe d'exploiter pour pouvoir changer les choses et aller de l'avant. Pas seulement aller de l'avant et repartir sur des bases beaucoup plus solides et sereines. J'ai évoqué des facteurs socioculturels comme par exemple face à cette résurgence de certains réflexes identitaires, les facteurs socioculturels comme la parenté à plaisanterie, la prédominance de la religion. Nous sommes un peuple de croyants, donc cet atout que nous avons d'avoir une population très mixte aujourd'hui, on ne peut pas avoir une famille qui n'a pas presque toutes les compositions ethniques du pays en son sein. On ne peut pas avoir une famille qui a juste une seule coloration politique. Quand je regarde les jeunes, malgré toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les plaintes sans cesse croissantes des jeunes, on voit certains parmi eux qui entreprennent, qui sont dans le secteur privé et qui essayent de trouver toujours les moyens pour être à leur propre compte, en fondant leur propre entreprise, en mettant un petit business sur pied et à faire marcher ce business. Ça, c'est un des espoirs. Et aujourd'hui, quand on voit comment les jeunes s'engagent dans la recherche du savoir à l'université, on peut se dire que ces jeunes-là gardent l'espoir que demain serait meilleur que la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Cette rencontre qui a vu la présence de ces jeunes, optimistes que demain sera un meilleur lendemain, est organisée par le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch en collaboration avec le Centre de formation catholique. Célébration ce jour 15 octobre 2020 de la 6e édition de la Journée mondiale de lavage des mains à l'eau potable et au savon. Occasion pour le réseau de journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA d'organiser ce matin une rencontre d'échange avec les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, des écoles de santé et de ses partenaires. Reportage Areta Sala, Halidou Bourema. Cette journée qui se tient dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19 met en évidence toute l'importance de la pratique du lavage des mains. C'est pour cette raison que le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA a organisé cette journée d'échange qui regroupe ses partenaires avec les étudiants de l'IFTIC, ceux de l'école de santé et les journalistes. Au niveau du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, nous prenons pour le lavage de mains depuis plus d'une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, avec la COVID-19, l'histoire nous donne raison que le lavage des mains doit être une habitude chez les communautés et elle évite beaucoup de maladies. Au-delà de la COVID-19, aujourd'hui nous avons toutes les maladies qui sont handicapantes et mortelles qui sont liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Et la main est la principale source de contamination, comme je l'ai toujours. Donc cette journée nous donne l'opportunité en tant qu'acteur de développement, en tant que partenaire, en tant qu'État, de faire un regard rétrospectif sur la question d'hygiène et d'assainissement et de faire le plaidoyer au niveau des communautés. Aujourd'hui, si vous regardez la question de COVID-19, nous a donné un engagement ferme de laver nos mains chaque fois que nous nous sentons un peu gênés.
Et je pense que c'est une habitude qui doit être ancrée dans nos quotidiens et qui doit continuer effectivement à servir d'école chez nos enfants, chez nos parents et chez tout le monde en milieu urbain et en milieu rural. Voilà pourquoi nous, en tant que réseau, nous célébrons la journée avec les partenaires pour pouvoir rappeler aux gens les rôles qu'ils doivent jouer en tant qu'ambassadeurs de tous les journalistes, qui doivent jouer un rôle important dans la vulgarisation de l'information et de la communication au niveau des communautés. Le président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Ousmane Dambachi, a lancé un appel à la population pour que le lavage des mains soit ancré dans ses habitudes afin d'arrêter la propagation de la COVID-19 et plusieurs autres maladies. Grâce au Covid, beaucoup de partenaires ont développé des outils extrêmement importants pour apporter leur contribution. Comme je l'ai dit, c'est une chose que nous luttons. Avant 5 années, 6 ans passés, quand on parle de lavage de mains, les gens pensaient que nous sommes devenus fous. Mais comment est-ce que vous allez apprendre aux gens à laver les mains? Donc tu vois, c'est que le discours que les gens nous tiennent. Mais aujourd'hui, les gens ont véritablement compris le rôle que nous jouons pour alarmer les populations par rapport à un danger néfaste, surtout s'il s'agit de lavage de mains. Aujourd'hui, il faut le dire, nous avons plus de 15 millions de personnes, de Nigériens et Nigériennes, qui défèquent à l'air libre, qui n'ont pas de traitement chez elles. Il va falloir que les médias s'y engagent, il va falloir que les partenaires comprennent, il va falloir que les étudiants, les jeunes, soient des ambassadeurs pour transmettre ce véritable message. Aujourd'hui, le lavage des mains à l'eau et au savon est un geste simple, plus vital que jamais car constitue une barrière essentielle pour lutter contre la transmission de plusieurs maladies. Merci Arrêta Sala. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.